Deux élèves sont chez Tom et ils discutent. Marine remarque la plante en pauvre condition sur le rebord de la fenêtre. Dis donc, elle a une pauvre tête ta plante. C'est bizarre, j'ai exactement la même chez moi et elle est en bien meilleur état. Pourtant, je l'arrose régulièrement. Je me demande si ça n'a pas à voir avec la luminosité. Je trouve qu'il fait quand même assez sombre chez toi. C'est vrai que les plantes ont besoin de lumière pour pousser. Il me semble que ça s'appelle la photosynthèse. Le lendemain, ils vont voir le professeur pour lui poser des questions sur la photosynthèse. Bonjour professeur, est-ce que vous pouvez nous accorder un moment? Nous voudrions vous poser des questions. Mais bien sûr, c'est à quel sujet? Nous avons tous deux des plantes, mais la mienne est en piteux état par rapport à celle de Marine, alors que je m'en occupe régulièrement. Du coup, on s'était dit que ce serait peut-être relié à la lumière car j'habite dans un endroit sombre. C'est pour cela qu'on aimerait en savoir plus sur la photosynthèse. Alors, la photosynthèse, c'est très simple, vous allez voir. La photosynthèse, c'est tout d'abord ce qui permet aux plantes de se développer. Pour cela, elle a besoin d'eau, de dioxyde de carbone et de lumière. Jusqu'à là, vous me suivez? Cette réaction chimique se déroule donc en deux étapes. Dans un premier temps, on a la phase claire, phase qui nécessite de la lumière et de l'eau et qui a pour but de produire de l'ATP et de l'NADPH. Puis se suit en un deuxième temps la phase sombre. Celle-ci nécessite l'ATP et le NADPH, préalablement créés lors de la phase claire, ainsi que du dioxyde de carbone. Elle a pour but de créer du dioxygène qu'elle rejette et produit du glucose qui lui garantit sa croissance. Merci beaucoup, ça devrait nous suffire pour l'instant. Je suis à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. Oui, bien sûr, nous n'hésiterons pas à revenir vous voir en cas de besoin. Merci beaucoup. Le soir même, intrigués, les élèves approfondissent de leur côté leurs recherches. Dis, t'as compris ce que c'était l'ATP et l'NADP machin? C'est l'NADPH. Et non, pas encore, mais j'étais justement en train de regarder. Et alors, t'as trouvé quoi? Bah, l'ATP, ça a l'air d'être une molécule composée d'un ribose, d'une anénine et de 3 groupes de phosphates. Moi j'ai trouvé que l'ATP c'était la source d'énergie pour le fonctionnement de la cellule. Comme tu viens de le dire, l'ATP est composé d'une adénine, d'un ribose, qui ensemble forment de l'adénosine et enfin trois groupes de phosphates. Les liaisons entre chaque groupe de phosphates sont très énergétiques. En se transformant en ADP par le processus de l'hydrolyse, elles libèrent de l'énergie car l'une des liaisons du groupe de phosphate se brise. On obtient donc cette réaction ATP plus H2O qui donne de l'ADP plus un groupe de phosphate. Le groupe de phosphate étant du phosphate inorganique de formule PH3O4 plus de l'énergie. Et pour l'NADPH, tu as trouvé des infos? Le NADPH est la source d'électrons pour les prochaines réactions de la photosynthèse et sert à faire les monosaccharides lors du cycle de Calvin que la plante utilise pour sa structure et son énergie. L'NADPH est formé grâce à une réaction d'oxydoréduction à partir du NADP+, lors de la phase claire. Le lendemain, les élèves retournent voir le professeur pour plus d'informations sur la phase claire et sombre. Bonjour professeur, nous aimerions que vous nous expliquiez plus en détail la phase claire et la phase sombre. Je vois que la photosynthèse vous passionne. La photosynthèse se déroule dans des organites de la cellule, les chloroplastes. La phase claire, aussi appelée phase photochimique, prend place dans les thylakoïdes. La molécule d'eau se sépare de manière que H2O égale O plus 2H plus 2O-. Les électrons pénètrent dans le photosystème 2. Le photosystème 2 va ensuite capter des photons pour exciter les électrons en transférant l'énergie à travers les chlorophylles de l'antenne réceptrice vers un dimère de chlorophylle A. Ces électrons sont ensuite captés par la phéophysine puis par la plastoquinone qui va, après avoir reçu des protons, acheminer les électrons au complexe cytochrome. Les protons sont relâchés et les électrons pénètrent dans le complexe cytochrome après s'être associés à des protons. Ces protons sont ensuite relâchés et les électrons sont captés par la plastocyanine qui va les amener au photosystème 1. Dans ce dernier, les électrons vont être encore une fois excités à l'aide de photons. Après avoir été excités, les électrons sont captés à 1 par une chlorophylle à 0 puis par une quinone à 1 puis par la ferredoxine qui les amène à la ferredoxine NADP réductase. Après que deux électrons sont acheminés à ces derniers, ils vont être associés au NADP plus un proton pour faire du NADPH. D'un autre côté, les protons vont traverser l'ATP synthèse par chimiosmose et cette traversée va déformer l'ATP synthèse pour lui permettre de créer l'ATP à partir de l'ADP et du PI. J'ai rien compris moi. Bon, je vais te le simplifier. Donc, tout d'abord, comme l'a dit le professeur, les thylakoïdes sont le lieu où la phase claire de la photosynthèse prend place. L'eau qu'a absorbé la plante se sépare en un atome d'oxygène, 2 ions hydrogène plus et 2 électrons. Les électrons pénètrent ensuite dans le photosystème 2. Le photosystème est le complexe qui permet d'exciter les électrons à l'aide de la lumière, donc des photons, en transférant l'énergie de la lumière à travers les chlorophylles vers un dimère de chlorophylle A. Ces électrons excités vont ensuite être amenés grâce à la plastoquinone, une enzyme, au complexe cytochrome, d'où 2 ions H+, préalablement rentrés vont ressortir de l'autre côté de la membrane des thylakoïdes, et à la plastocyanine au photosystème 1, à travers duquel chemin ils vont perdre en énergie. Dans le photosystème 1, les électrons vont de nouveau être excités, puis transportés par une chlorophylle A0, puis par une quinone A1, puis par la ferredoxine vers la ferredoxine NADP réductase. L'association par la ferredoxine NADP réductase de ces deux électrons ainsi que de l'NADP+, et d'ion H+, forme l'NADPH. Tu te souviens de l'NADPH, je te l'avais déjà expliqué. D'un autre côté, l'ATP se forme.
Elle se forme grâce à l'ATP synthase, une enzyme qui en utilisant la chimiosmose fait passer les protons, soit ions H+, de l'autre côté de la membrane des thylakoïdes, ce qui déforme l'ATP synthase afin d'engendrer la fusion entre l'ADP et le PI pour créer l'ATP. Ah, d'accord, je comprends mieux. Et pour la phase sombre, le fameux cycle de Calvin? Le cycle de Calvin se déroule dans le stroma du chloroplaste. Le CO2 rentre dans la feuille via des pores appelés stomates et est ensuite transporté jusqu'au stroma. Ici, nous avons nos molécules de CO2 et de ribulose biphosphate qui vont former du 3-phosphoglycérate. De l'ATP qui provient de la phase claire se transforme en ADP, ce qui fournit un groupe de phosphore et de l'énergie pour permettre au 3-phosphoglycérate de devenir un acide 1,3 biphosphoglycérique. Un des groupes de phosphore va être remplacé par de l'hydrogène et s'appeler le glycéraldéhyde 3-phosphore grâce à l'NADPH qui lui devient de l'NADP+. Une partie du glycéraldéhyde 3-phosphore va former des monosaccharides et l'autre partie va être transformée en molécules de ribulose biphosphate grâce à l'ATP qui fournit un groupe de phosphore et de l'énergie pour permettre la réaction chimique. L'ATP devient de l'ADP. Le soir même. Tiens, puisque la lumière a une telle importance pour la croissance des plantes, est-ce que la couleur de la lumière est importante aussi? C'est vrai? Et si on faisait une expérience pour voir? Il faudrait d'abord faire des recherches sur la lumière pour qu'on sache comment élaborer le protocole. Plus tard, dans la soirée, Alors j'ai fait des recherches et voilà ce que j'ai trouvé. La lumière peut se comporter de deux manières différentes. Soit c'est une onde, soit c'est une particule, le photon. Ensuite, la lumière peut être de différentes couleurs qui sont définies par leur longueur d'onde, notée lambda et d'unité le nanomètre. La lumière naturelle du soleil est blanche, donc elle comprend toutes les couleurs colorées. C'est la synthèse additive. Il y a trois couleurs primaires de la lumière, le rouge, le bleu et le vert. Puis il y a trois couleurs secondaires qui sont formées par addition de deux de ces couleurs primaires. Le magenta, rouge plus bleu, le jaune, vert plus rouge, et le cyan, bleu plus vert. Le spectre de la lumière visible se comprend entre le violet à 400 nanomètres et le rouge à 800 nanomètres. En dessous de 400 nanomètres, on rentre dans le domaine de l'ultraviolet et au-dessus de 800 nanomètres, on rentre dans le domaine de l'infrarouge. De plus, chaque élément possède son propre spectre d'absorption, soit le spectre de longueur d'onde de la lumière qu'il absorbe. La lumière qu'il renvoie est donc complémentaire à ce spectre et à ces longueurs d'onde forment la couleur que l'on perçoit de cet élément, de cet objet. Oh, super! Du coup, t'as des idées d'expérience? Oui, je me disais qu'on pourrait mettre du blé en culture avec différents groupes, chacun éclairé d'une couleur de lumière différente. Donc un blanc comme témoin, un noir, toutes les couleurs primaires ainsi que toutes les couleurs secondaires. Et toi? Vu que la phase claire relâche du dioxygène gazeux, peut-être qu'on pourrait faire une expérience qui prendrait moins longtemps qu'une culture et qui nous montrerait quand même l'efficacité des différentes couleurs et longueurs d'onde de la lumière sur la photosynthèse. les élèves ont donc mené pendant 2 semaines 2 expériences en parallèle. Une première expérience qui consiste d'une mise en culture de graines de blé réparties en 8 groupes différents. Chaque groupe est éclairé d'une lumière de couleur différente ou d'aucune lumière. 3 des groupes sont éclairés d'une des couleurs primaires, 3 des groupes sont éclairés d'une des couleurs secondaires, un groupe d'aucune lumière et un groupe d'une lumière blanche. La seconde expérience a pour but de tester l'efficacité de la photosynthèse sans faire de culture, mais en observant seulement leur production d'oxygène. L'oxygène produit étant gazeux, il fait remonter les feuilles à la surface au bout d'un certain temps. Pour ce faire, des feuilles de lierre poinçonnées sont plongées dans du bicarbonate de soude qui agit comme source de dioxyde de carbone avec un peu de savon. Les feuilles sont ensuite réparties en 8 groupes puis éclairées par une lampe filtrée ou non selon le groupe. Les groupes sont les mêmes que la première expérience. Le temps que cela prendra à chaque groupe de feuilles pour remonter à la surface nous indiquera si cette longueur d'onde est plus ou moins efficace ou non par rapport aux autres couleurs. Nous avons évalué nos plantes sur 2 critères, leur couleur et le nombre de graines qui ont germé. Voici les résultats de leur couleur. Et voici le résultat du nombre de graines qui ont poussé. Nous avons ensuite décidé de les trier de la couleur la plus efficace à la moins efficace. Nous avons laissé une marge d'erreur de 2 graines pour le tableau des graines. Tous ceux qui sont en première place gagnent 6 points, tous ceux qui sont en deuxième place 4 points, tous ceux en troisième place 2 points, et enfin tous ceux qui sont en bas du tableau sont automatiquement classés en tant que non efficaces, ce qui nous a donné ce classement. L'intensité de la lumière joue un rôle très important dans la croissance de la plante. Durant l'expérience où nous avons poinçonné des feuilles, l'expérience avait été réalisée avec 2 lampes différentes. La lampe avec une intensité plus élevée faisait remonter les feuilles plus vite. Cela s'explique par la quantité d'énergie que la lumière fournit. Plus l'intensité est élevée, plus les photons vont exciter un nombre important d'électrons lors de la phase claire, donc celle-ci sera plus efficace.
Alors, il faut savoir que nous avons mesuré l'intensité de lumière que laissait passer chaque filtre pour l'expérience de la mise en culture, et qu'entre les couleurs, il y a de grands écarts. Ceci fait donc certains de nos résultats. La couleur de la lumière influe sur la croissance des plantes. Par exemple, le rouge, qui recevait une intensité lumineuse de 9,5%, a une meilleure croissance que le vert ou le cyan, qui ont tous deux reçu une intensité lumineuse supérieure au rouge. On ne peut pas dire par contre quelle couleur ou mélange de couleurs est plus efficace qu'une autre. Mais on sait que le blanc n'est pas le plus efficace, puisque le jaune est plus haut dans le classement que le blanc. D'autre part, on peut en déduire par nos connaissances que le vert est peu efficace, car la plante est verte et donc renvoie les rayons du spectre vert, donc fournit peu d'énergie pour la photosynthèse durant la phase claire. De plus, on sait que le photosystème 2 est le plus productif à 680 nanomètres, et pour le photosystème 1 à 700 nanomètres, soit équivalent tous deux à la couleur rouge. On peut en déduire que le bleu est peu efficace aussi, car le bleu se situe à l'opposé du rouge sur le spectre du domaine visible. Selon nos résultats, on aurait tendance à dire que la couleur jaune serait le plus efficace. Mais il faut aussi prendre en compte les différentes intensités de chaque filtre qui faussent nos résultats. Nos connaissances nous laissent donc à penser que le rouge est le plus efficace. On peut donc en conclure que la croissance de la plante est affectée par deux facteurs de la lumière, son intensité et sa couleur, soit sa longueur d'onde.